Bien au-delà des gerbes de fleurs innombrables et des discours protocolaires, c'est une autre vision qui s'inscrira dans la mémoire collective pour les années à venir. En ce mercredi 7 janvier 2026, alors que la bruine détrempait le parvis de l'église de Saint-Tropez, l'inattendu a éclaté, surprenant l'assistance dès les tout premiers instants de la cérémonie. À peine les premières minutes s'étaient-elles écoulées, tandis que le son funèbre du glas déchirait un ciel plombé et menaçant, qu'une silhouette a émergé d'une imposante automobile de couleur foncée. L'homme qui s'avançait n'était ni une vedette du grand écran, ni une personnalité politique. Il s'agissait d'un sexagénaire à la chevelure argentée, dont la posture témoignait d'une grande et sobre noblesse. Une onde de stupéfaction, mêlée de chuchotements incrédules, a immédiatement traversé la multitude compacte contenue par les cordons de sécurité. C'était bien lui. C'était Nicolas Maumazic, de son nom complet. Nicolas Jacques Charrier, l'unique enfant de Brigitte Bardot, était présent pour cet ultime adieu. Défiant toutes les prédictions et balayant les bruits persistants qui le prétendaient reclus en Norvège, emmuré dans une apparente et froide indifférence, il avait finalement entrepris ce déplacement essentiel. Le simple fait qu'il soit là a suffi à tendre l'ambiance d'une électricité soudaine et palpable. Même les photographes, d'ordinaire si prompts à l'agitation, paraissaient frappés de stupeur, capturant ce moment historique avec une discrétion et une solennité tout à fait surprenantes. Nicolas avait choisi de ne pas dissimuler son visage derrière des lunettes sombres protectrices. Il progressait le visage offert au regard de tous, les yeux droits bien que traversés par un chagrin immense. Il n'était d'ailleurs pas venu seul. Marchant à ses côtés, ses propres enfants formaient autour de lui une sorte de citadelle vivante et bienveillante. On assistait au retour inespéré de l'enfant prodigue, non pas venu revendiquer une part matérielle, mais bien pour s'acquitter d'une obligation morale et sacrée. En montant les quelques degrés de pierre menant à l'intérieur de cette église tropézienne, son périple dépassait de loin la simple distance physique à parcourir. Il était en train de combler un abîme de plusieurs décennies, une fracture que l'on croyait permanente et irréparable. L'assemblée, mélange hétéroclite d'habitants de Saint-Tropez, qui se souvenaient de son enfance, et d'admirateurs accourus des 4 coins du globe, suspendit collectivement sa respiration. Chaque personne présente a senti d'instinct que cet adieu public venait de prendre une tournure profondément personnelle, une dimension intime et poignante. Si Brigitte Bardot était une icône planétaire qui appartenait à tous, en cette matinée funèbre, son fils reprenait légitimement sa position au premier plan pour la guider dans son ultime voyage. Sa venue tenait presque du prodige, car les liens qui l'unissaient à sa mère avaient été mis à rude épreuve toute leur vie, par l'éloignement géographique et une succession d'incompréhensions. Cette histoire, tout le monde la connaît, au moins dans ses grandes et douloureuses lignes. Chacun sait que Nicolas a bâti son existence à l'abri des feux de la rampe, dans la quiétude fraîche d'Oslo, bien loin de la ferveur parfois suffocante qui entourait la célébrité de sa mère. Des années se sont écoulées, marquées par le silence, comme des chapitres laissés vierges, et par cette distance physique qui prenait souvent les allures d'un exil choisi. Aux yeux du plus grand nombre, leur relation paraissait gravée pour toujours dans la pierre glaciale de l'éloignement et du ressentiment. Cependant, en ce jour, confronté au caractère définitif de l'éternité, le passé perdait considérablement de sa lourdeur et de son importance. La mort possède cette faculté unique et implacable de réajuster les perspectives, de dissiper les silences pesants pour ne conserver que la quintessence, le lien du sang. En observant Nicolas se diriger vers le cœur de l'église, il était évident qu'il avait mis un terme à toutes les hostilités passées. Il n'incarnait plus l'homme que les mots d'une autobiographie ou des formules malheureuses prononcées un demi-siècle plus tôt avaient pu profondément meurtrir. Il était là, simplement, en tant que fils venu faire ses derniers adieux à sa mère. Son périple depuis la Norvège transcendait la simple logistique pour devenir un véritable et puissant acte de paix. Il s'agissait d'un armistice, conclu sans un mot, empreint d'une grandeur solennelle et silencieuse. En passant la porte de l'église, Nicolas Charrier tournait délicatement la page sur le long chapitre des malentendus, car sous ces voûtes sacrées, la rancœur n'avait absolument plus sa place. Seul subsistait le respect profond dû à la femme qui, malgré tout, l'avait mis au monde. Les témoins de la scène ont tous souligné la noblesse de cet homme qui, par sa seule venue, offrait à Brigitte Bardot le plus précieux des présents posthumes, l'image d'une famille enfin rassemblée au crépuscule de l'existence. Une émotion très singulière flottait dans l'air.
Un sentiment de soulagement partagé par tous, prouvant que l'amour d'un fils, même lorsqu'il a été malmené par la vie, finit invariablement par retrouver sa juste voie. Une fois à l'intérieur du lieu de culte, le tumulte du monde extérieur s'estompa instantanément au moment où les imposantes portes en bois se refermèrent dans un bruit sourd. En ces lieux, la perception du temps se modifia, il sembla s'épaissir, s'étirer, devenant une présence quasi matérielle et pesante. Baignée dans une douce pénombre, la nef de Notre-Dame de l'Assomption, avec ses murs vieillis par le passage des siècles et les vœux des marins, n'était éclairée que par la lueur vacillante et fragile de centaines de bougies. L'atmosphère était imprégnée d'un parfum capiteux, un mélange puissant de lys immaculés et de ces roses églantines qu'elle aimait. C'étaient ces fleurs qu'elle chérissait pour leur splendeur sauvage, arrangées en d'imposants bouquets tout autour du cœur. Pourtant, au centre de ce décor végétal, un seul objet, à la fois terrible et fascinant, captait toute l'attention: le cercueil. Réalisé dans un bois clair, il affichait un dépouillement presque monacal, entièrement dépourvu de toute fioriture ou de la moindre décoration superflue. C'était le choix ultime d'une femme désirant quitter ce monde, de la même manière qu'elle avait fini par y exister, dans une authenticité sans le moindre fard. Au premier rang, une scène poignante résumait à elle seule toute la complexité du drame familial. Là, assis l'un à côté de l'autre, leurs épaules se touchant presque dans un silence partagé, se trouvaient deux hommes que tout, en apparence, avait toujours séparés. Le premier incarnait la lumière éblouissante des commencements de sa carrière, tandis que le second symbolisait l'ombre rassurante et discrète de ses toutes dernières années. Sur la gauche se tient Bernard Dormal, son époux, le partenaire indéfectible de ses 30 dernières années, celui qui lui a tenu la main lorsque la maladie l'a frappé, celui qui a enduré les fureurs et les mutismes de la madrague. Il incarne la détresse dans ce qu'elle a de plus total, le teint cireux, le regard profondément creusé par d'innombrables nuits blanches. Il donne l'impression d'avoir perdu sa propre étincelle de vie en même temps qu'elle. Son regard est rivé au sol, ses doigts tordant nerveusement un mouchoir, comme engagé dans un ultime et silencieux dialogue avec celle qui s'est tue à jamais. À sa droite se trouve Nicolas Charrier, son fils. Il se tient d'une rectitude presque militaire, empreint d'une dignité qui évoque la froideur nordique. Contrairement à son beau-père, son regard ne fuit pas, il est intensément et directement fixé sur le cercueil. Bien que son expression reste indéchiffrable, leur proximité physique raconte une histoire silencieuse de pardon et de réconciliation tacite. À cet instant précis, les anciennes querelles de clan, les Charrier contre les Dormal, se sont complètement évaporées. Il ne reste que deux hommes, accablés par la perte de la même femme, chacun portant en lui une facette différente et personnelle de son héritage légendaire. C'est une communion inattendue, une trêve solennelle que seule la grandeur de la mort pouvait imposer à tous. L'image du fils et du mari, unis dans une peine commune et partageant ce banc d'église en bois poli, envoie un signal fort au monde entier. Brigitte Bardot a orchestré sa sortie avec une forme de maîtrise. Elle est parvenue à réunifier les fragments autrefois dispersés de son univers. La cérémonie s'ouvre alors dans cette atmosphère d'intense contemplation. Point de discours grandiloquents ou artificiels, seulement des mots soigneusement pesés et des silences lourds de sens et d'émotions partagées. Les intimes montent tour à tour au pupitre. Max Guazzini, la voix brisée par l'émotion, dépeint la Jeanne d'Arc des animaux, assurant que sa lutte acharnée ne s'éteindra pas avec elle. Pourtant, au sein de l'assemblée, on perçoit nettement une tension émotionnelle qui s'accumule, telle une vague puissante sur le point de se briser. Nicolas, lui, absorbe chaque parole. On surprend parfois un mouvement de tête presque imperceptible de sa part. Est-il en train de redessiner le portrait de sa mère à travers le prisme des souvenirs des autres? Prend-il conscience, peut-être pour la toute première fois et avec une telle clarté, de l'ampleur de l'affection immense que toutes ces personnes lui vouaient? L'ambiance se charge d'une électricité palpable, saturée de larmes qui peinent de plus en plus à être contenues. La mélodie qui s'annonce dans un instant promet de faire céder les ultimes barrières de la pudeur et de la retenue collective. L'instant redouté et en même temps secrètement attendu est imminent, celui du rite de l'absoute. C'est le moment de la séparation charnelle, la bénédiction finale avant le voyage sans aucun retour. Avec une gestuelle lente et empreinte de solennité,
Le prêtre convie la famille à s'avancer vers le cercueil pour le rituel sacré de l'aspersion. Au cœur de la nef, le silence s'épaissit encore, devenant si intense qu'il en paraîtrait presque tangible. C'est à ce moment précis que la voix de Mireille Mathieu résonne une nouvelle fois, interprétant cette fois un Ave Maria d'une pureté quasi surnaturelle. Cette prière mise en musique semble véritablement fendre le voile mystérieux qui sépare le monde des vivants de celui des défunts. Les harmonies de Schubert, chargées d'une mélancolie divine et céleste, se répercutent sur les vitraux, faisant vibrer l'air même que chacun respire. Bernard Dormal est le premier à se lever, épaulé avec délicatesse par un proche qui le soutient. Il exécute le geste sacré avec une lenteur poignante, sa main tremblant de manière évidente, alors qu'il trace le signe de la croix au-dessus du bois pâle. Ensuite, le tour de Nicolas arrive enfin, il se met debout. Ce simple mouvement, si ordinaire en apparence, paraît exiger de lui une force colossale, comme s'il portait sur ses seules épaules le fardeau de 60 ans d'une histoire familiale particulièrement complexe. Chacun de ses pas le rapprochant de la dépouille maternelle résonne sur le dallage de pierre, tel un battement de cœur amplifié par le silence de l'église. Il est absolument seul, d'une solitude écrasante, durant ce bref parcours qui le mène de son banc jusqu'à l'autel. Parvenu au niveau du cercueil, il s'immobilise, il prend le goupillon, mais son bras reste suspendu un court instant, comme marqué par une soudaine et profonde hésitation. Il accomplit le rituel de l'aspersion d'eau bénite, suivant la tradition, mais alors qu'il devrait se retirer, ses pieds restent comme ancrés au sol. C'est à cet instant précis que la carapace se fissure et vole en éclats. L'homme digne, le descendant scandinave imperturbable, le fils qui maintenait ses distances. Toutes ces facettes de sa personnalité se dissipent en un instant. Nicolas pose alors la paume de sa main directement et fermement sur le bois du cercueil. Ce n'est en rien une démonstration théâtrale, c'est un geste d'une intimité bouleversante, l'expression d'un besoin viscéral de contact physique, une ultime caresse adressée à celle qui ne peut plus la sentir. On observe ses épaules s'affaisser subitement, comme si une digue intérieure venait de se rompre sous la pression insoutenable de l'émotion. Sa tête s'incline lourdement vers l'avant, son front venant presque effleurer le bois poli du cercueil. Un unique sanglot, mais un sanglot rauque qui semble jaillir des profondeurs de son âme, secoue alors tout son être. Il ne s'écroule pas physiquement sur le sol, mais il s'effondre entièrement en lui-même. C'est la vision poignante d'un petit garçon qui retrouve sa mère au moment exact où il la perd pour l'éternité. Dans l'église, l'assemblée retient son souffle. Même les photographes, dans un élan de pudeur instinctif et respectueux, abaissent leurs appareils. Cet instant n'est pas destiné au public. Il n'appartient en rien à la légende médiatique de B. Il n'appartient qu'à un fils et à sa mère. Il demeure ainsi, immobile, la main crispée sur le cercueil, durant de longues secondes qui se transforment en une véritable éternité. On imagine qu'il lui adresse quelques mots silencieux, ou peut-être qu'il écoute simplement le vide immense et assourdissant qu'elle laisse derrière elle. Est-il en train de lui pardonner, ou bien est-ce qu'il lui demande pardon pour le passé ? C'est un secret que personne ne pourra jamais percer. Mais en cet instant précis, dans cette église de Saint-Tropez, sous le regard protecteur de la Vierge, la barrière de glace qui les séparait a irrévocablement et définitivement fondu. Lorsqu'il lève enfin les yeux, son visage est un masque de douleur, traversé par des larmes qui l'abandonnent à leur course sans le moindre geste. Son mouvement est lent lorsqu'il se retourne, non plus en observateur distant et presque étranger, mais en fils qui accepte enfin son héritage, son chagrin devenant une blessure qui commence enfin à guérir. Tandis que cette scène de deuil personnel se déroulait à l'abri des regards, à l'extérieur, sous le crachin tenace qui enveloppait Saint-Tropez, une toute autre cérémonie prenait forme. Un tableau absolument impensable, lors des funérailles solennelles d'un dirigeant politique ou même d'une icône mondiale de la musique, quand les imposants battants de l'église pivotent pour libérer le passage au convoi mortuaire, la clarté blafarde du jour dévoile une scène d'une étrangeté quasi mystique, presque digne des Écritures. Le parvis a cessé d'être une simple mer de visages endeuillés, il s'est métamorphosé en une version moderne de l'Arche de Noé, une assemblée paisible et figée dans l'attente. Il s'agissait d'une congrégation bigarrée composée de tous ceux qu'elle nommait avec une tendresse infinie « mes frères de poil et de plume ». Pour respecter sa dernière et plus précieuse volonté, les admirateurs anonymes ne s'étaient pas présentés seuls. Chacun était venu avec son compagnon. On pouvait distinguer des chiens de toutes les races et de toutes les tailles.
des labradors à l'air mélancolique aux caniches frissonnants, blottis avec anxiété contre les vestes de leur maîtresse. On y voyait aussi ces corneaux aux oreilles abîmées, ces rescapés des nombreux refuges qu'elle avait personnellement soutenus et financés. Plus loin, on devinait des chats dans des paniers en osier, des perroquets colorés sur des épaules, et même, un peu à l'écart, quelques ânes et des chèvres tenus en laisse, comme l'allégorie vivante de cette immense fondation qu'elle avait érigée brique par brique. Une haie d'honneur absolument unique se dessinait, non pas constituée de militaires en grande tenue, mais formée par les ambassadeurs de cette nation silencieuse pour laquelle elle avait offert sa jeunesse et sa splendeur. Lorsque la bière en bois blond franchit le portail, soutenue par les membres de son cercle intime, l'ovation tonitruante qui accompagne traditionnellement le dernier salut aux artistes ne retentit pas. Non, la réponse de la foule fut tout autre, une réaction bien plus profonde et instinctive. Une onde de frémissement a traversé l'assemblée, puis, d'un mouvement spontané, les gens ont hissé leurs animaux dans les airs. On pouvait alors observer des centaines de bras s'élever, présentant de petits chiens comme des trophées, ou pressant plus fort encore des chats contre leur cœur. C'était un geste d'offrande silencieux, une façon de murmurer « Vois, Brigitte, ils sont tous venus pour toi, ils comprennent ton combat ». Le recueillement fut alors brisé, non par des clameurs, mais par une symphonie insolite et bouleversante, un mélange d'aboiements, de miaulements et de plaintes animales qui s'entremêlaient aux pleurs des humains. Une cacophonie poignante s'éleva vers les nuages, tel un hommage funèbre instinctif et authentique, certainement celui qui aurait le plus touché celle qui affirmait sans détour préférer la société des animaux à celle du genre humain. Sur le bois clair du cercueil, une main anonyme avait posé un modeste bouquet de fleurs sauvages, ceint d'un ruban sur lequel étaient inscrits ces simples mots « Merci pour eux ». Cette seule image possédait une éloquence bien supérieure à n'importe quel éloge funèbre. Elle synthétisait à elle seule 60 années d'une lutte implacable menée contre la barbarie humaine. Nicolas-Jacques Charrier, marchant juste derrière le cercueil aux côtés de Bernard, paraît absolument sidéré par ce qu'il voit. Lui, qui fut élevé à distance de ce monde d'engagement total, et qui a sans doute pâti de l'espace immense que les animaux occupaient dans la vie de sa mère, se retrouve violemment face à la véritable nature de son legs. Non, ceci n'avait rien d'une mise en scène cinématographique. Ce n'était pas le caprice passager d'une vedette excentrique, mais bien une véritable légion mue par l'amour. Devant ces visages ruisselants de chagrin et cette garde d'honneur animale qui s'étend jusqu'au véhicule funéraire, il prend conscience, sans l'ombre d'un doute, de l'immensité du vide provoqué par sa disparition. Il comprend qu'il n'est pas simplement en train d'enterrer sa mère, mais bien celle qui fut l'icône et la protectrice des causes désespérées. Le corbillard démarre avec une lenteur solennelle, se frayant un chemin à travers cette marée de têtes humaines et de museaux, emportant B, vers son ultime refuge, accompagné par la seule famille qu'elle avait réellement élue. L'ultime périple de Brigitte Bardot est, bref, quelques kilomètres tout au plus, mais il retrace en filigrane toute l'histoire de son Saint-Tropez. Le convoi mortuaire s'éloigne doucement de l'agitation du port, entamant une ascension sinueuse vers les hauteurs où se niche le cimetière marin. C'est un endroit d'une beauté brute et saisissante, un promontoire comme suspendu entre le ciel et la mer, constamment balayé par les vents et les embruns. C'est en ce lieu, face à cette mer Méditerranée, qu'elle a chéri et protégé avec tant de ferveur, que la légende va enfin connaître la paix éternelle. Ce choix de sépulture n'est pourtant pas sans une pointe d'amertume, une dernière polémique tout à fait à l'image de son existence, sa volonté suprême qui était de reposer au cœur du jardin de la Madrague, entouré des tombes de ses animaux, s'est heurté au refus des autorités françaises, qui ont invoqué des motifs d'hygiène publique. Jusque dans son dernier souffle, le monde des hommes et de ses règles lui aura opposé une fin de non-recevoir. Toutefois, en contemplant la sépulture ouverte face au grand large, sous les pins parasols dont les aiguilles semblent pleurer sous la pluie, on se dit que cette destinée est finalement plus grandiose. Elle ne reposera pas dissimulée derrière les hauts murs de sa citadelle privée. Au contraire, elle sera rendue aux éléments, libre, face à l'immensité de l'horizon. Les abords du cimetière ont été entièrement bouclés, et seul le cercle des plus proches a été autorisé à passer le portail en fer forgé. La multitude est demeurée en contrebas, observant avec respect cet ultime instant d'intimité et de recueillement. Autour de la cavité béante,
Seul un cercle intime est rassemblé, visiblement ébranlé. Bernard Dormal vacille, soutenu par la présence réconfortante de ses proches. C'est l'instant déchirant de l'adieu charnel, ce moment où la dépouille tant aimée s'efface pour toujours dans les profondeurs du sol. L'officiant récite les ultimes bénédictions, mais sa voix se perd dans le fracas des vagues en contrebas, comme si l'océan lui-même venait réclamer celle qui fut sa muse éternelle. C'est à cet instant précis que Nicolas se positionne, s'apprêtant à accomplir le rituel final. Dans sa paume, il ne serre pas une motte de terre froide, mais une brassée de sable tiède, sans doute prélevée sur la plage des Canebiers, ce lieu où elle adorait tant se promener pieds nus. Il s'avance avec précaution jusqu'au rebord du gouffre. Toute trace de colère ou de tension a quitté ses gestes. Seule demeure une lenteur empreinte de solennité. De ses doigts, il laisse s'écouler le sable, formant une cascade dorée qui vient délicatement caresser le chêne pâle de la bière. Ce rituel immémorial et partagé par tous les hommes vient consacrer définitivement l'apaisement et la réconciliation. En confiant le corps de sa mère à ce sol de Saint-Tropez, témoin de leur commencement comme de leur fin, il assume enfin pleinement sa lignée. Il consent à incarner le rôle du fils de cette légende, avec tout le fardeau et toute la splendeur que cet héritage suppose. Il demeure ainsi un long instant, les yeux fixés sur l'abîme, totalement insensible à l'averse qui s'intensifie, mêlant les eaux du firmament aux larmes des vivants. Ensuite, il se penche une ultime fois, laissant échapper quelques paroles inaudibles que nul n'entendra jamais, des mots qui resteront le mystère de ce panthéon marin, emporté au loin par le souffle du large. Quand il se relève et se retourne pour se joindre à nouveau au monde des vivants, son regard rencontre celui de Bernard. Un acquiescement silencieux, à peine perceptible, est échangé entre eux. Nul besoin de paroles, tout est compris. Le cycle s'achève enfin, tandis que la petite procession s'éloigne et que les lourdes grilles se referment sur la légende, une percée de lumière hésitante finit par trouer la chape de gris. Un rayon de soleil diaphane vient se poser sur la sépulture nouvellement refermée. Brigitte Bardot entame désormais son sommeil éternel, face à la Méditerranée, bercée par le silence des flots. Elle a rejoint l'éternel, non comme une icône du cinéma figée sur une pellicule, mais plutôt comme une énergie naturelle, un esprit sauvage, à jamais libre et indompté. Et dans l'âme de ceux qui quittent ce lieu, une conviction profonde subsiste dorénavant aujourd'hui. B n'est pas simplement décédée, elle a véritablement accédé à l'immortalité, et son fils a finalement trouvé la paix avec son souvenir.